Hey guys, thanks for tuning in to another video on ForgottenWeapons.com. I'm Ian McCollum, and I am quite honored to be joined today by Mr. Christian Cloutot, the founder of GIGN, and we're going to talk a bit about the MR73 revolvers and how they were developed and how GIGN used them, because they are really quite the impressive firearms and unusual for a military, especially an elite special forces unit, to be using a revolver. I think the biggest question a lot of people have is, why a revolver instead of a semi-automatic? Alors, la question est importante parce que c'est tout un problème philosophique sur l'action des forces spéciales, des gens qui sont à un haut niveau technique et qui doivent considérer que tirer, donc risquer d'enlever une vie, est quelque chose qui est très important. Donc le tir doit être sélectif, très précis, et surtout ne pas utiliser beaucoup de cartouches. Donc tirer une cartouche, toucher son objectif. Donc c'est vraiment un problème philosophique. L'utilisation du revolver, elle est à la fois la précision et comment dirais-je, la rareté du tir. Avec une munition puissante, si on sait tirer, donc ça oblige à avoir un entraînement de haut niveau, si on veut considérer que l'arme de poing devient une arme offensive, pas simplement défensive, ce qui pourrait être le cas de beaucoup d'autres armes, mais le revolver devient à ce moment-là une arme non plus défensive, mais offensive, opérationnelle. C'est une arme qui, pour nous, était dans ce qu'on appelle les courtes distances, c'est-à-dire utilisation opérationnelle entre, disons, une dizaine de mètres, opérationnel, donc offensif, entre une dizaine de mètres et, ça a l'air surprenant, mais presque 50 mètres. Il faut rester dans l'idée qu'on est dans les missions de type GIGN ou unité antiterroriste, donc qui se font dans des milieux urbains, avec, entre l'objectif et vous, la possibilité d'avoir un otage. Donc les armes d'assaut posent un problème par la quantité de munitions qu'elles peuvent tirer, et surtout, on sait très bien que par les tirs en rafale, la première munition peut toucher, mais les autres, la précision est moindre. Alors juste une précision qui est importante par rapport à la question que vous posiez initialement, c'est que l'avantage du revolver à l'époque, par rapport à un automatique par exemple, c'est qu'il y avait la simple action, donc avec une précision de tir plus importante en simple action, et la possibilité, si après on devait se défendre, d'avoir la double action. Mais toujours philosophiquement, qui oblige le tireur, le porteur de l'arme, à savoir que c'est son entraînement, sa qualité de tir, qui fera qu'il sera capable d'accomplir sa mission et de se protéger. So, I understand that 357 Magnum is going to give you a lot of power to ensure that one shot can be effective. Yeah. Was there a consideration of using a heavier cartridge? Vous avez étudié ça? Oui, absolument. Nous avons essayé le 44 Magnum, par exemple. Ouais. Mais la différence, en 5 pouces 1 quart en particulier, puisque on utilisait deux types de revolvers au départ au GIGN, le 357 en 3 pouces, juste en tir de défense pour ceux qui étaient les moins bons tireurs, et le 5 pouces 1 quart pour ce qu'on appelait les longs canons, les meilleurs qui pouvaient faire à ce moment-là du tir offensif, de précision, d'intervention telle qu'on en a parlé tout à l'heure. Et on sort, et c'est ce qui est important par rapport à votre question, on sort à peu près à 80 kg, 75 kg d'énergie à la bouche en 3 pouces, un peu moins, je dis des bêtises, entre 50 et 60 kg, et on sort 90 kg en 5 pouces 1 quart. Et en 44 Magnum, on sort 120 kg d'énergie à la bouche. Il faut bien comprendre, et ça c'est pas un spécialiste que je vais le dire, mais beaucoup de gens confondent le pouvoir de perforation et la puissance d'arrêt. Or, dans nos métiers, le plus important, c'est pas la perforation, c'est la puissance d'arrêt, le stopping power. Et le stopping power fait qu'il faut avoir des balles expansives, et donc nous tirions en demi-blindé.
Ce qui fait que la différence entre un 11-43 et, ou un 44 Magnum et un 357 en demi-blindé, pour la puissance d'arrêt, comme tenu du développement du plomb, elle est pas, la différence n'est pas significative. D'où l'intérêt d'avoir le 357 Magnum. Alors, cette importance de la munition, peu de gens la connaissent en fait. Les gens sont toujours attachés au pouvoir de perforation. Or, pour neutraliser quelqu'un, c'est la puissance d'arrêt qui compte. D'ailleurs, on le voit dans les guerres comme la guerre de sécession ou dans d'autres guerres, c'était des gros calibres qu'ils avaient, parce qu'ils compensaient, ils avaient absolument besoin que le choc soit important au moment du tir. Et on avait des calibres qui étaient pratiquement du 11-43 à l'époque, qui étaient que du plomb surtout, avec cette possibilité du plomb qu'il était expansif. GIGN did not initially, when you founded it, you weren't using the MR73. Was GIGN involved in the development? Complètement. C'est-à-dire que le GIGN est né en 1973, au mois de novembre, et le MR73, comme son nom l'indique, a été développé dans l'année de 1973. Mais au départ, c'était une arme qui était faite sans organe de visée, juste avec un guidon en 3 pouces, qu'on appelait d'ailleurs le MR73 Police, avec une crosse arrondie et un guidon relativement court. Et pratiquement, il n'y avait pas de cran de mire. C'était le canon, il y avait une espèce de canon creusé, donc juste pour faire du tir de rapidité. Même la crosse était une petite crosse arrondie pour, dans l'esprit des gens, avoir une prise en main soi-disant plus rapide par rapport au tir à l'étui, par exemple. Moi, j'ai commencé à travailler pendant cette période avec un modèle 19 de Smith & Wesson, qui me semblait l'arme idéale. Donc j'avais un modèle 19 en 4 pouces, et j'ai dit à Manurin, mais le modèle 19 avait un problème, comme nous tirions beaucoup, le GIGN a commencé à s'entraîner au revolver, d'abord au 9 mm en pistolet automatique, puis ensuite au revolver. Mais on a atteint des cadences d'entraînement, de tir, en tirant tous les jours à peu près, chaque homme tirait 100 cartouches par jour. Et le Smith, en 357, ne supportait pas cette cadence de tir. On avait beaucoup d'incidents de tir. Il faut préciser que le Smith, qui est une arme magnifique, hein, que je trouve la plus belle arme après le Manurin, pour moi le plus beau revolver, ça reste le modèle 19. Il est équilibré. J'aime bien en plus le modèle 19 en 4 pouces. Mais il faut se dire que la plupart des gens, parce que le 357 est puissant, et préfèrent tirer du 38 qui sort à 45-50 kg d'énergie à la bouche contre presque 100 kg en 357. Ça coûte moins cher le 38, ça donne l'impression que ça choque moins. Donc la plupart des gens n'utilisent pas le 357 Smith avec du 357. Ils tirent souvent avec du 38. En 38, il y a peu d'incidents de tir sur le 38, sur le Smith & Wesson. Mais en 357, quand on utilise une munition puissante, à ce moment-là, il résiste moins. Du coup, c'est pour ça que je me suis inspiré des éléments de visée du Smith & Wesson et que j'ai demandé à Manurin de me les faire. On a sorti un 4 pouces, un 3 pouces, un 4 pouces, et on s'est aperçu que le meilleur équilibre pour la grande précision, c'était même pas le 6 pouces, c'était le 5 1/4. Je pense que c'est un problème de balistique interne qui fait qu'on arrive à des très grandes précisions en 5 1/4. Voilà, c'est pour ça que donc ça faisait moins canne à pêche.
Et parce que je voulais également conserver une sortie à l'étui assez rapide. Parce qu'on faisait du tir de rapidité, on en parlera sûrement, même avec le 5-1/4. Et on appelle ça roundabout, les grosses crosses. On a mis la crosse qui a été copiée sur la crosse du Smith modèle 19. Voilà, donc ça c'est juste pour la partie développement. Donc, et Manurin nous a suivis à tel point qu'ensuite ils ont fait de la compétition avec des 5-1/4. La compétition, Manurin a pris des 5-1/4. Le Manurin compétition qui a été considéré comme la meilleure arme revolver au monde dans les tirs de type militaire, quoi, avec c'était le 5-1/4. So, at what distance did you guys practice? How long did you shoot? How far did you shoot to? And how accurate did you expect the revolver to be? Alors, la distance, il y avait 3 distances d'entraînement. Il y a tir à 15 mètres, tir à 25 mètres et tir à 50 mètres. Alors, tir à 15 mètres, c'est ce qu'on appelait le tir de rapidité. Le tir de rapidité, c'est arme à l'étui ou arme en main, c'est-à-dire on est en déplacement opérationnel. Donc, arme à l'étui, on est surpris, donc on appelle ça tir de riposte dans notre jargon. Et le but, c'est ou tirer de face, ou tirer dos à la cible. Ça s'appelle du tir au retourné. Alors, ou tirer dos à la cible, arme en main, ou tirer dos à la cible, arme à l'étui. Toujours en ayant l'habitude d'utiliser une cible particulière que nous avons, qui est plus petite qu'une cible humanoïde. Voilà. Donc, qui fait qu'à 15 mètres, cette cible humanoïde, elle correspond à une cible à 25 mètres. Ce qui est important de savoir, et c'est pas un détail, c'est que ce tir, bien sûr, se fait en double action, puisque c'est de la rapidité et de la surprise. Et l'avantage de cet entraînement, c'est que les gens sont en situation. Sauf que je me suis rendu compte que nous avions un système de silhouette automatique, voilà, qui normalement semblait être le nec plus ultra pour l'entraînement. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai changé, je n'utilisais plus après le système automatique. Quand vous regardez, votre corps, ce qu'on appelle en français l'arc réflexe, le moment où le signal, on voit, et au moment où on réagit, où le bras réagit, l'arc réflexe signal est plus rapide que par l'oreille. Si on entend, on voit plus vite, c'est le raccourci qui est le meilleur à traduire, on voit plus vite qu'on entend. Ça s'appelle l'arc réflexe. Alors j'ai supprimé le système automatique et on faisait au sifflet, au signal. Parce que les gens, l'autorisation de tirer, c'était au signal. Justement, pour que les gens soient plus en difficulté et n'anticipent pas le mouvement des silhouettes. Parce que le mouvement des silhouettes, dès qu'elles commencent à bouger, déjà l'œil sait que ça va bouger. Et à ce moment-là, les gens sont plus performants. Et ça leur donne le sentiment qu'ils sont meilleurs. Donc il faut les mettre en difficulté. Et en difficulté, sur le terrain, c'est l'homme, la cible est peut-être plus rapide, se déplace, le milieu n'est pas le même, donc il faut entraîner les gens dans la difficulté la plus grande. Et quand les autres unités du monde venaient nous voir, l'entraînement, tout de suite ils nous disaient « mais vous n'avez pas de cible automatique ». Et j'étais obligé à chaque fois de leur expliquer que l'automatique c'était trop simple. Et que quand on entraîne des gens, il faut les entraîner dans la situation la plus difficile. Leur métier est difficile. Ils peuvent être surpris. Et il faut qu'ils soient les meilleurs et les plus rapides. De la même manière, les entraînements,
ne se faisait qu'à partir de 16h l'après-midi, au tir. Parce que le matin, il y avait le footing, il y avait les sports de combat, il y avait les cours en salle, et quand vous arrivez en fin de journée, vous êtes plus fatigué que le matin. Donc si vous faites un entraînement le matin, vous êtes en pleine forme et tout, vous dites, punaise, j'ai fait un beau tir et tout. Tandis que quand vous arrivez à la fin de la journée et que vous entraînez, vous êtes en situation d'avoir fait peut-être un exercice en opération, avoir attendu des heures avant de pouvoir intervenir. Et à ce moment-là, les conditions d'intervention ne sont pas les mêmes. Donc il faut toujours mettre les gens dans les conditions d'entraînement les plus proches de l'intervention. Pour en revenir à la question sur la distance, c'est très, très important parce que, comme je l'ai dit, on considérait que l'arme de poing pouvait être offensive. Du coup, il fallait s'entraîner sur des distances relativement longues en précision. Et tout l'entraînement au revolver, il y avait deux phases. Il y avait phase précision et phase tir de rapidité, phase riposte, tir de rapidité. Ce qui fait que, par exemple, sur ce qu'on appelle en français une C50, je ne sais pas si c'est à peu près les mêmes cibles, les cibles de précision, qui sont les cibles olympiques, hein, puisque c'était les mêmes. Le 10 fait à peu près cette dimension. Mon meilleur tireur tournait à 100 sur 100 à 25 mètres. Wow. Moi, je tournais à 98. Tous les 5 pouces un quart, pour passer en long canon, c'était une récompense. On passait du 3 pouces au 5 pouces. Quant aux 3 pouces, on passait 90 sur 100. Et à ce moment-là, on méritait, c'était pour être un canon long, 5 pouces un quart, c'était important, parce que faire des snipers, parce que tous les gens au groupe étaient sniper fusil. Faire un sniper fusil, c'est très facile. Faire un sniper revolver, arme de poing, c'est très difficile. Il y a quelque chose au groupe qui est impressionnant, parce que je crois qu'on est les seuls dans le monde à le faire, c'est ce qu'on appelle le tir de confiance. C'est-à-dire que les gens doivent montrer après, former un homme au GIGN, c'est 12 mois. Et dans les démonstrations qu'ils doivent faire à leurs anciens, montrer qu'ils sont capables de rentrer au groupe, ils doivent passer à ce qu'on appelle le tir de confiance. Donc on met un gilet pare-balles, on met un plateau de balle-trappe, et on tire à 15 mètres. Les binômes tirent l'un sur l'autre pour montrer qu'il peut faire confiance à son binôme, parce qu'il peut tirer, il peut accepter le tir de son binôme. Et c'est un tir qui se fait à 25 mètres, c'est le tir de confiance. C'est la fin de l'entraînement, et pour prouver qu'on est capable de rentrer au GIGN. Voilà, c'est le tir initiatique. Quand on a fait ça, que celui qui a accepté que l'autre tire, il a réussi, c'est le tir d'initiation et c'est l'entrée au GIGN. C'est psychologiquement très très important. Parce que même des bons tireurs, tirer sur quelqu'un, c'est pas évident. Mais il y a tout cet aspect psychologique qui n'est pas un détail qui est important. On nous prend pour des fous, mais c'est important de le faire. How often were you actually using the revolvers in operations as opposed to a sniper rifle or submachine guns or other arms? Ça dépend de la distance et de la configuration tactique. Voilà, s'il y a en face de soi pas la possibilité de créer l'effet de surprise, parce que sortir à bras francs est plus pratique que de sortir une arme d'assaut. Une arme d'assaut, on a les deux mains prises. À bras francs, on peut être caché contre un mur et on fait une montée à bras francs. Alors ce type de situation est arrivé au groupe en 48 ans. En 48 ans d'histoire, est arrivé 4 fois. Le premier qui l'a fait, c'est moi. J'ai libéré un otage en mettant une balle dans l'épaule du preneur d'otage, à 25 mètres. Et ça a été refait 3 fois, dont une fois exceptionnelle.
C'était une prise d'otage dans une prison. Et on avait autorisé, laissé penser au preneur d'otages, qui avait le directeur de la prison en otage, qu'il pourrait partir, qu'on lui donnerait une voiture. Donc j'avais calculé le cheminement et j'avais mis un de mes meilleurs tireurs au revolver sur le cheminement. Et je lui avais dit, quand il passera à votre hauteur, vous le désarmerez. Parce qu'il avait un Webley, un revolver Webley, et il poussait, il allait pousser, on le savait, on l'avait vu faire, comme dans les films, l'otage, le directeur de la prison, le revolver contre le dos de l'autre. Quand il est arrivé à la hauteur, il était à 15 mètres, le tireur de chez nous, il lui a tiré dans le Webley. Mais la balle, en 357, donc il a lâché, mais la balle est restée coincée dans la crosse. Il a tellement bien tiré qu'il a tiré dans la crosse. Alors il y avait des bouts de bois de la crosse qui étaient rentrés dans la main du gars, mais il a voulu se baisser pour rattraper l'arme qui était tombée par terre. Et mon gars lui a mis une deuxième balle dans la main gauche. Je ne sais pas pourquoi, après dans la prison, il était surnommé Jésus-Christ. So it was not just I don't want to say a decorative. This was very much a proper combat weapon that was to be used, not just a sign of office. Absolument. C'est ce que je regrette parce que ça a évolué, le temps a évolué. Elle est devenue maintenant, elle est l'arme d'apparat au GIGN. C'est l'arme historique. Tout le monde, ils s'entraînent toujours avec, mais ils ont cette fascination pour le MP5K ou des armes d'assaut de courte distance, alors que je crois que dans la philosophie, l'utilisation du revolver est quelque chose qui est la meilleure preuve du haut niveau technique d'entraînement. C'est plus facile de tirer avec un aim-point et puis une arme d'assaut, surtout à courte distance, qu'avec un revolver qui psychologiquement nécessite peut-être plus d'entraînement et philosophiquement définit beaucoup plus ce qui était pour nous le plus important, c'est-à-dire le respect de la vie. On n'est pas là pour exécuter, être les exécuteurs des hautes œuvres, on est là pour amener les gens que l'on doit arrêter à la justice et non pas faire une justice immédiate. C'est l'esprit du groupe. C'est toujours l'esprit du groupe, mais à mon avis, avec les armes d'assaut, c'est moins dans l'esprit du groupe. That makes a lot of sense. Juste une chose qui a été assez exceptionnelle, c'est on s'est rendu compte que jusqu'à 100 mètres, on avait un problème avec les fusils. Et on a trouvé le moyen de faire une arme de distance intermédiaire avec un Manura 8 pouces, avec une lunette et un bipied. Et on faisait avec cette arme les mêmes tirs qu'au fusil à 100 mètres. Voilà, c'est pas qu'un exercice de style, c'est aussi le fait que les distances moyennes comme ça, les fusils d'assaut et même les fusils de tireurs d'élite sont pas adaptés, parce qu'avoir une position pour un fusil de tireur d'élite dans le milieu urbain, dans le milieu où on intervient, bien sûr, si c'est dans la nature, on peut tirer même plus loin, puisque la distance utile pour nous du FRF1, c'est entre 200 et 600 mètres. Sur les distances courtes, la précision avec une arme d'assaut est plus difficile à effectuer du fait de ce qu'on appelle les cathédrales de tir, des espaces de tir qui sont réduits avec des angles qui font que le tireur est forcément plus visible que quelqu'un qui a une arme de poing. Why do you think more agencies or organizations didn't have something similar to that? Je pense qu'avoir compris la question, je pense que c'est un problème de facilité.
les gens, l'entraînement à l'arme de poing, pour ceux qui aiment vraiment ça, c'est très rigoureux. C'est quelque chose. Je vous donne un exemple. Quand on faisait les exercices de tir et d'entraînement au stand de tir, je faisais l'exercice que n'aimaient pas du tout mes hommes. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ils tiraient 100 cartouches 5 jours par semaine, par jour. Hein. Donc, ils avaient les moyens de s'entraîner à haut niveau. C'est une technique de tir qui nécessite beaucoup d'attention et beaucoup d'humilité. Et je faisais un exercice qui s'appelait première balle en cible. Donc on arrivait, et on avait un poste de tir, chacun prenait sa place, et j'annonçais, et ils n'aimaient pas, première balle en cible, posez vos armes. Et on allait voir les résultats. Parce que c'est celle qui compte quand vous êtes en opération. Quand vous dites aux gens, tu tires une rafale, tu as plus... c'est tellement psychologiquement plus facile que d'avoir cette rigueur d'entraînement qui fait que on sait que c'est la première balle qui compte. Et ça, c'est difficile à obtenir, ce type d'entraînement et sur ce type de discipline pour les hommes. C'est pour ça que je trouve que maintenir le tir à l'arme de poing, c'est pour les unités spéciales quelque chose qui devrait être obligatoire, même si on ne les utilise pas forcément, systématiquement en intervention. C'est une discipline qui est importante par rapport au métier que nous faisons. L'arme de poing, c'est le tir qui nécessite le plus de rigueur professionnelle. Et c'est pour ça que je regrette, et vous avez raison de poser la question, que peu d'unités dans le monde aient maintenu le tir à l'arme de poing. And beyond that, it sounds like really taking pride in shooting as little as possible, doing as little harm as possible to resolve a situation, not opening fire at any opportunity. Oui, je crois que les unités qui ont le pouvoir, que nous on appelle chez nous le pouvoir de Dieu, le pouvoir de vie et de mort, les gens, il ne faut pas que l'arme soit la substitution au courage. Le courage, c'est une valeur intrinsèque, c'est prendre sur soi. Considérer que l'arme, c'est un moyen de compenser ce manque de courage, tirer avant de réfléchir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre dans les unités. Bien sûr, ça peut arriver dans les gens qui n'ont pas beaucoup d'entraînement, qui n'ont malheureusement pas la possibilité de s'entraîner. Mais dans les unités, comme les unités spéciales, dont 90%, voire plus, de la vie doit être l'entraînement, il doit y avoir une rigueur professionnelle, et cette rigueur professionnelle passe par dans la qualité du tir, pour moi. C'est essentiel. Sinon, tirer au-delà d'une cartouche sur un objectif, toucher un objectif avec une cartouche, c'est bien. 2, ça commence à être un problème. 3, c'est du gaspillage. Thank you very much for taking the time. No, honestly, I'm very happy to have this discussion with you, but sorry not to do all in English. As you can see it, my English is awful. But it's a pleasure because we have a good translator. Yes. Yeah. And I hope that all was clear. It will be necessary to speak also of the ammunition. Okay. Because, in my opinion, nobody, la plupart, most of people think that a revolver is like a pistol weapon. It's completely different. A pistol is like a great bullet, cartridges. Because when l'étui the casings sort, the bullet flies out. Yeah, but a revolver, c'est du soufflage. Ouais. C'est une sarbacane. And if you don't have the good ammunition, you can have a good result. Okay. You need low power.
En français, c'est des BA, la BA, on appelle ça la La qualité. poudre. Ouais. In a revolver, you have rapid Powder. powder. 10, BA10, on Ouais. utilise ça. BA10 powder. Et sur les revolvers, c'est la poudre lente qu'il faut. Et peu de gens le savent. Normalement, pour des raisons d'économie, beaucoup de gens utilisent de la poudre rapide. Et sur un revolver, il faut de la poudre lente pour que le soufflage se fasse vraiment. Voilà, c'est important. Anything else we ought to cover? Non, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie de votre interview. J'espère, je regrette de ne pas avoir l'anglais qui aurait permis que l'interview soit peut-être plus... Mais avec le traducteur que nous avons, je pense que c'était parfait pour vous. Parler de cette arme, pour moi, est important parce que, en dehors du fait, c'est pas du cocorico, c'est pas simplement peut-être français, mais une belle arme, c'est important. Et Ouais. le dire, c'est important aussi. Et pour les hommes, pour les tireurs, pour les gens qui travaillent, avoir un bel outil, c'est important. Mais le bel outil ne fait pas tout, c'est l'entraînement qui fait tout, et la formation. Et c'est ça qui est important d'expliquer. Je crois que grâce à votre interview, on a pu à la fois parler d'une arme magnifique et en même temps parler de la manière dont il fallait la faire vivre. Oui, tout à fait. Voilà. La prochaine fois, je parle français. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir, vraiment. Hopefully you guys enjoyed this video. This has been a fantastic opportunity to get some really great information from the man who was there and did it and knows it. So thanks for watching.